Donc, le but de cette présentation, et merci donc à Étienne Berthier, que j'ai connu, nous sommes connus en Bolivie, alors qu'il était CSN en Bolivie, donc travaillant sur le même glacier. Et je pense que ces photos vont lui rappeler quelques bons souvenirs. Donc le but, c'est effectivement de vous donner un peu une vision panoramique. Ce n'est pas une présentation scientifique dure, on va dire, mais plutôt une présentation synthétique des travaux, d'une partie des travaux que notre équipe a menés dans les Andes. Nous avons été pionniers dans les Andes à l'IRD. Nous avons mis en place dès 1991 un observatoire des glaciers andins qui, partant de Bolivie, s'est peu à peu étendu au Pérou et en Équateur. Et actuellement, nous avons également d'excellentes relations avec d'autres équipes, les Colombiens en Colombie et au Chili, notamment dans le Nord Chili. Autrement dit, ça fait maintenant pas loin de 20 ans, le temps passe, que nous travaillons sur les Andes et le temps passant, eh bien, on finit par connaître mieux ces glaciers. On a des séries de données assez longues et cette initiative de l'IRD a été labellisée en Observatoire de recherche pour l'environnement en 2002 et c'est devenu l'ORE Glacioclim, autrement dit, c'est un observatoire qui a toutes les raisons de se pérenniser dans le futur, d'autant plus que la philosophie de l'IRD, c'est de travailler avec des partenaires du Sud. Et nous avons formé ces partenaires du Sud et d'anciens étudiants actuellement ont passé des doctorats en France et sont maintenant nos collègues. Autrement dit, c'est tout un travail d'équipe. Et si vous voyez ma signature au pied de cette première diapositive, ce n'est pas naturellement mon travail, c'est un travail collectif, un travail d'équipe où j'ai participé, bien naturellement, mais ce qu'il faut savoir, par exemple, j'ai eu en décembre le plaisir de faire passer la 4e thèse sur le glacier du Songo en Bolivie, un glacier que nous allons voir dans cette présentation. Autrement dit, il y a des glaciers que nous étudions et qui ont déjà vu 4 thèses de doctorat, chaque thèse balayant une partie de la glaciologie, de la physique des processus. Et si bien que je pense que sans vouloir nous donner trop d'importance, mais je pense qu'on est une équipe leader sur le thème des glaciers tropicaux. Et comme 99% des glaciers tropicaux se trouvent dans les Andes centrales, il est naturel que notre équipe soit implantée dans les 3 pays, Bolivie, Pérou et Équateur, même si une partie de l'équipe maintenant, à partir de Grenoble, travaille davantage sur l'Himalaya, sur des glaciers himalayens, ce qui est déjà un gros travail, puisqu'on est loin d'avoir autant d'observations en Himalaya qu'on en a accumulé nous-mêmes, plus d'autres équipes, dans les Andes centrales. Voilà, donc, après cette courte introduction, je vais parler du déclin des glaciers dans les Andes tropicales. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan. Avant de présenter le plan, tout d'abord, puisque nous présentons toujours des données. D'où viennent ces données? Eh bien, justement, ce que je viens de dire un petit peu, c'est cet observatoire permanent des glaciers que nous avons constitué peu à peu, nous-mêmes à l'IRD et des équipes des Andes. Donc en Bolivie, sur ces glaciers Zongo, Chalquini Sud, Chacaltaya, j'ai mis Chacaltaya en gris, puisque Chacaltaya a disparu cette année. Vous voyez, un glacier qu'on a équipé en 1991 et qui a disparu. Il n'existe plus. D'autres glaciers, donc, en cordillère blanche, l'Artesonarahu, Yanamare, Sulcón. Les glaciers où je me trouve actuellement, Antisana 15 et 12, Carihuayrazo, Cotopaxi, en Équateur, tout près de la ligne équatoriale. Et puis d'autres glaciers qui ont été équipés récemment par nos collègues colombiens, Santa Isabel et la Sierra Nevada de Cocuy. Et tout ça, eh bien, c'est le réseau Andes Centrales, qui est un réseau Glacioclim, donc ORE,
Mais la glaciologie s'est organisée également tout au long de la cordillère des Andes par des équipes voisines, collègues, notamment les Chiliens, autour des grands champs de glace patagoniens, et également les Argentins. Et il y a des glaciers qui sont observés jusqu'au Mexique actuellement. Et tous ces glaciologues forment un groupe de travail neige et glacier, Grupo de Trabajo Nieve y Hielo, ici. Et nous, sous l'égide de l'UNESCO, et souvent financés par l'IRD, nous nous rencontrons chaque année pour faire le point un peu sur ces glaciers. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt, puisqu'ils ont une disposition méridienne, donc on peut suivre l'évolution du climat d'altitude depuis la péninsule antarctique jusqu'au volcan mexicain. Donc un dispositif unique au monde, puisque ailleurs les montagnes sont plutôt zonales. Ici, on a un dispositif méridien et qui, naturellement, permet de suivre à la fois l'évolution des glaciers et les ressources qui sont liées aux glaciers, qui sont essentiellement les ressources en eau. Donc, les données dont je vais parler viennent essentiellement de cet ensemble. Alors, je vais tout d'abord parler de quelque chose qui est relativement facile, mais qu'il faut quand même bien présenter, puisque on a de plus en plus d'évidence du recul accéléré des glaciers dans les Andes centrales depuis le milieu des années 70. Donc je vais apporter quelques évidences de ça. Ce que l'on sait de la physique des processus, qu'est-ce qui fait fondre les glaciers, pourquoi les glaciers reculent-ils, quel est le rapport entre cette évolution des glaciers avec l'évolution du climat au niveau régional et au niveau global, le contexte climatique. Là, des processus, on passe à l'enveloppe plus large, qui est le climat andin, et on verra combien le Pacifique tropical, et en particulier les ENSO, les El Niño Southern Oscillation, jouent un rôle important dans l'évolution des glaciers andins au niveau tropical. Et puis, bon, je verrai un petit peu, on prendra un petit peu de la hauteur et on regardera si ce qu'il arrive dans les Andes, ce recul dramatique, on peut dire, des glaciers dans les Andes, eh bien, est-ce qu'il affecte pareillement les autres glaciers de montagne dans le monde, ou est-ce que ça va plus vite dans les Andes, plus lentement, etc. Donc, on conclura là-dessus. Voilà, tout d'abord, donc, la première partie, l'évidence du recul accéléré des glaciers, surtout depuis 1976, les années 80, on va dire. Bon, ce n'est pas inutile de voir actuellement si le recul actuel, c'est-à-dire depuis quelques décennies, a eu des équivalents dans le passé, si c'est un processus qui est nouveau, récent, qui date de quelques décennies, ou si dans le passé, vous avez passé quelques siècles depuis le petit âge glaciaire, on va dire, on a déjà vu pareilles évolutions. Eh bien, quand on a conduit avec Vincent Jomini, qui appartient au CNRS, et Antoine Rabatel, qui est venu maintenant nous rejoindre dans notre équipe, on a conduit pendant quelques années, c'est pas fini d'ailleurs, mais un travail sur les datations des moraines du petit âge glaciaire. Il n'existait pratiquement rien dans les Andes centrales. On ne connaissait pas le petit âge glaciaire, alors que dans les Alpes, avec les équipes notamment en Suisse et en Autriche, on a une idée extrêmement précise de l'évolution des glaciers depuis, on va dire, le XIVe siècle, depuis le début du petit âge glaciaire. Eh bien, dans les Andes, en gros, quelles ont été nos conclusions? Eh bien, les glaciers andins ont atteint un maximum entre la moitié du XVIIe siècle et la moitié du XVIIIe siècle. Oui, un petit peu, c'est pas mal. Voilà, donc ici, le glacier du Charquini, près de La Paz, nous a donné pour la moraine externe, c'est une datation à la lichénométrie, utilisant une courbe de croissance des lichens, donc ce n'est pas une datation radiocarbone, nous a donné 1660. Et effectivement, quand on regarde sur toute la Bolivie, on voit que les glaciers ont atteint un pic, une avancée maximale vers la moitié du XVIIe siècle, on va dire 1650, et jusqu'à environ 1720, on a eu
une période de glacier très avancée. Et quand on compare avec les Alpes, eh bien, on voit que dans les Alpes, après la première avancée de 1300, 1350, on a un deuxième pic, le pic principal généralement du petit âge de glace, qui se situe un peu avant, entre 1550 et 1610, 1620. Autrement dit, le pic de la glaciation du petit âge glaciaire dans les Andes s'est produit un peu après, environ 30 à 50 ans après le pic dans les Alpes. Et ensuite, eh bien, on voit, et ça c'est original dans les Andes, on voit que peu à peu, les moraines se retirent, enfin les moraines sont de plus en plus sont de plus en plus récentes, et cela traduit un retrait progressif des glaciers. Il n'y a pas eu la réavancée majeure qu'on note au début du XIXe siècle dans les Alpes, entre 1810 et 1820 en fait, hein. Mais on voit un retrait progressif qui est traduit ici par des moraines qui sont de plus en plus récentes à mesure qu'on s'élève. Et ce qui frappe également, c'est de voir combien, à partir de 1950, le processus est accéléré. Là, vraiment, on a ici, le glacier était là en 1980, 1900 pour ceux qui sont au fond, 1660, et on voit bien vraiment une accélération entre M10, qui marque 1900, et puis la position actuelle. Alors, maintenant, si on zoome un petit peu, si on reprend ces glaciers, mais avec des mesures qui ont été faites au sol, de façon continue à partir des années 70, et antérieurement à partir de photographies aériennes, donc c'est par photogrammétrie, on voit très bien, même si antérieurement à 80, les données ne sont pas continues, mais on voit bien qu'il y a à partir de 1970-1980 une accélération du recul des glaciers. J'ai oublié de vous dire que ici, c'est la longueur des glaciers, donc 0 c'est l'actuel, ici c'est moins 1600, donc moins 1600, 1,6 km devant le glacier actuel, et là c'est des aires, c'est-à-dire des surfaces, hein. On voit bien, pour certains de ces glaciers, on a des surfaces, pour d'autres glaciers, on a des longueurs. Et on voit bien donc que les glaciers ont reculé depuis les années 30 jusqu'aux années 70, ont reculé vraiment, mais c'est à partir de 1970-1980 que ce recul prend un peu l'allure d'une débâcle, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Tout en conservant une certaine variabilité. Les glaciers ne reculent pas d'une façon linéaire et régulière, mais toujours avec, éventuellement, on le voit autour du changement de millénaire, on voit quelquefois des périodes d'avancée ou en tout cas de stabilisation des langues. Alors, le glacier du Zongo, c'est un des glaciers de Bolivie, donc les mieux étudiés des tropiques, en tout cas, même de la planète, on peut dire, avec 4 thèses qui se sont succédées depuis une dizaine d'années. Et grâce à Álvaro Soruco, un étudiant thésard, donc qui a eu son doctorat l'an dernier, Álvaro, en étudiant les photographies aériennes, a montré qu'entre 1956 et 1975, le glacier du Zongo, ici, on est en bilan de masse, hein, cumulé. Et là, ce sont évidemment les dates entre 55 ici et l'actuel. On a eu une augmentation du bilan de masse assez marquée jusqu'en 75. Et depuis 75, on voit, grâce à ces deux courbes, cette courbe d'abord qui est une reconstruction du bilan de masse à partir des débits de l'émissaire, du torrent émissaire du glacier, et à partir de 91, quand on a pris le glacier en main, à partir des données du bilan de masse mesurées directement sur le glacier,
on voit bien une diminution du bilan de masse extrêmement marquée depuis 1975, avec quelques périodes positives, comme ici autour de 84-85. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment une diminution de la masse du glacier qui est assez considérable. Et on peut dire, bon, ben, c'est peut-être le glacier du Zongo, mais que les glaciers voisins n'ont pas subi la même évolution. Quand on, toujours avec Álvaro Soruco, qui a, dans sa thèse, étudié 20 autres glaciers de la cordillère royale de Bolivie, nous sommes sous le 16e degré sud, là. Hein. Effectivement, quand on étudie l'évolution avec les photos aériennes de ces glaciers, on voit une augmentation, dans bien des cas, on voit une augmentation du bilan de masse jusqu'en 75-76, et à partir de 76, et là on est tributaire évidemment de la date des photographies aériennes, donc on n'a pas de courbe continue, mais on voit bien à partir de 75, entre 75 et 83, une diminution importante des bilans de masse. Ensuite, ça va un peu moins vite, et de nouveau depuis 97, de nouveau jusqu'à 2006, date de la dernière photo, on voit une diminution assez rapide de la masse de ces glaciers. Donc 20 autres glaciers, on peut dire qu'on est sur un échantillonnage représentatif de cette cordillère royale qui est la principale cordillère englacée de Bolivie. Maintenant, on peut se transporter sur d'autres territoires andins, par exemple le Cotopaxi, un volcan actif situé entre 4700 mètres, où les glaciers sont situés entre 4700 mètres et 5009 à peu près. Eh bien, on a fait une étude à partir de photographies aériennes sur ce volcan. Voici le volcan en 2006. Voici donc le même volcan avec ses glaciers ici 76, en 97 et en 2006. Alors que je n'ai pas représenté ici une photographie qu'on a analysée en 1956. Entre 56 et 76, il n'y a pratiquement pas eu d'évolution du glacier, de cette calotte glaciaire du Cotopaxi. Mais on voit à partir de 76 une diminution très forte. Vous voyez, 76, 19,2 km², 97, 13,5, ce qui correspond à une diminution de quasi 30% de la surface. Et en 2006, on est à 38,5% de moins en surface qu'en 1976. Donc une diminution de 40% de la surface glaciaire sur 30 ans. Et ça, je pense que c'est un chiffre qui mérite d'être établi. Enfin, c'est bien de se remémorer ce chiffre, de se rappeler ce chiffre, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans les Andes. Une diminution en surface et en volume, très souvent, compris entre 30 et 40% depuis 3 décennies. Donc c'est quand même considérable à cette échelle de temps. Le glacier de Chacaltaya, c'est un glacier que j'ai équipé personnellement. J'allais faire les mesures à ski. C'était un glacier qui servait de station de ski. D'ailleurs, on voit le câble, là encore. Il y avait un tire-fesse, comme on dit, un fil-neige. Et c'était pour les gens de La Paz, à moins de 40 km, très commode pour ceux qui aimaient le ski et qui pouvaient le faire, de venir donc skier sur ce glacier. Il y avait un refuge ici, on voit bien. Et bien ce glacier, on peut dire, a disparu en quelques années. Voici la séquence. Hein. C'est des photos qui sont parues dans le National Geographic. On voit ici en 1994, presque au début du programme qu'on avait, on faisait du bilan de masse sur ce glacier. Même photo en 2000, photo en 2003, ici en 2005 et en 2008. Et on m'a dit donc qu'il avait complètement disparu en novembre. Donc des glaciers comme ça, pourtant situés à 5400 mètres d'altitude, des glaciers, des petits glaciers, sont totalement en déséquilibre avec le climat actuel et ils n'ont pas d'autre avenir, d'autre possibilité que de disparaître, car la ligne d'équilibre glaciaire, c'est-à-dire la ligne où
l'accumulation de neige et l'ablation de la glace et de la neige s'équilibrent, eh bien, cette ligne d'équilibre, généralement, est située au voisinage du sommet, si bien que on voit bien là, il y a un déclin progressif et accéléré à partir des années 80. De nombreux glaciers actuellement dans les Andes sont dans ce cas. Il y en a également dans les Pyrénées et dans les Alpes. Mais ça peut aller très très vite et ça n'est pas intuitif car quand même au sommet on est à 5004, on est à haute altitude et donc on pourrait penser qu'à cette altitude, comme la température de l'air est pratiquement toujours négative, on pourrait avoir des glaciers qui résistent mieux. Ben, ce n'est pas le cas. On voit des glaciers disparaître comme Chacaltaya. Donc si on fait un peu, je pourrais continuer, hein, mais on ne s'arrêterait pas d'apporter des évidences du recul glaciaire. Ce qu'on peut retenir sur les quelques diapositives que je vous ai présentées, c'est qu'il y a un recul accéléré depuis 1976. C'est daté. Hein, c'est à partir de 1976 vraiment que les courbes s'inversent, ou en tout cas les courbes deviennent beaucoup plus plongeantes. On assiste là où on les a étudiées, on a étudié ces masses glaciaires, on voit qu'il y a une perte de 30 à 50% en 30 ans, en général pour des glaciers de grande taille, mais on voit que pour Chacaltaya c'est 100%, hein, les glaciers ont complètement disparu. Donc disparition des petits glaciers qui sont trop en déséquilibre avec le climat actuel. Et si maintenant on se fie sur les pertes de masse, c'est-à-dire si on fait du bilan de masse sur ces glaciers, on verra ce que c'est tout à l'heure, eh bien on peut dire que la tendance actuelle, c'est une perte de 5 à 10 mètres d'équivalent eau par décennie. C'est-à-dire vous avez un glacier, supposons que ce soit un glacier, eh bien vous enlevez une couche d'eau de 5 à 10 mètres d'épaisseur chaque année. Autrement dit, si votre glacier fait 30 mètres d'épaisseur, ce qui est le cas de beaucoup de glaciers, on voit que ça peut les mettre en danger de mort naturellement s'ils sont mal alimentés par l'eau. Voilà, donc ça c'est un premier constat très simple, mais sans appel, qui montre que la glaciation andine actuellement est plutôt en péril. Et donc la question qui se pose tout naturellement, c'est de savoir pourquoi, quels sont les processus qui sont à l'œuvre et quel rapport cette évolution a-t-elle avec l'évolution du climat à cette altitude. Donc la deuxième partie, je vais rappeler quelques évidences que la plupart d'entre vous connaissent bien. On va essayer de s'intéresser à la physique des processus et nous avons des chercheurs dans notre équipe comme Patrick Vagnon, Jean-Manuel Sicard ou Vincent Favier qui ont fait des thèses sur ce thème spécifique de la physique des processus. Et donc, ce que je vais présenter, c'est essentiellement établi sur leurs travaux. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les glaciers, c'est montrer comment fonctionne un glacier très grossièrement. J'ai choisi pour ça de vous présenter toujours le travail d'Alvaro Soroco dans sa thèse, qui a montré à partir des photos aériennes les variations d'épaisseur du glacier du Zongo. Et on voit bien, par exemple, que si vous prenez ici une période de temps qui va de 1997 à 2006, on voit très bien que le glacier, tout ce qui est bleu, correspond à une partie du glacier qu'on appelle la zone d'accumulation qui gagne en masse. Elle reçoit plus d'eau solide qu'elle n'en perd sous forme de vapeur ou sous forme de liquide, donc l'ablation. Et toute cette partie eh bien, s'accumule. Et comme les lois de l'écoulement de la glace font que ça ne peut pas s'accumuler indéfiniment, mais que la glace, comme vous le savez, est un plastique visqueux, s'écoule avec la pente. Donc ce surplus de masse s'écoule vers le bas. Et vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un climat, on a des conditions qui font que l'ablation est forte. Autrement dit, il y a un transfert de masse du haut vers le bas, et c'est vers le bas que l'ablation, les processus de l'ablation sont en œuvre et font disparaître
progressivement cette masse, si bien que quand vous êtes au bout du glacier, ce qu'on appelle le front du glacier, eh bien le front du glacier, c'est le lieu où l'ablation devient plus forte que l'accumulation locale naturellement, mais surtout que la masse qui vient de la région amont. Et donc, cet équilibre que représente le front, eh bien, en fait, ce déséquilibre, le front n'est jamais bien, il est rare qu'un front de glacier soit stable, mais il avance ou il recule en fonction de la masse qui vient du haut et de l'ablation, donc, et qui gagne toute cette région qu'on appelle la zone d'ablation du glacier. Et on voit bien, par exemple, que quand il y a eu des périodes, je vous ai dit tout à l'heure, 56-63, où on a eu des bilans positifs, on voit bien que le glacier du Zongo a gagné en épaisseur. Il y a d'autres périodes où c'était plus ou moins un équilibre. Vous voyez, on n'est pas loin de l'équilibre ici. Par contre, si vous allez de 1956 à 2006, vous voyez très très bien que naturellement, il y a une zone d'accumulation toujours, mais vous voyez que la zone d'ablation, très très forte ici, les conditions d'ablation ont contribué à faire reculer le glacier durant cette période, mais l'ablation peut gagner la partie haute du glacier, et cette transition entre l'accumulation et l'ablation, c'est ce qu'on appelle la ligne d'équilibre du glacier, et quand le bilan de masse est vraiment négatif, on voit en même temps, puisque c'est parfaitement corrélé, que la ligne d'équilibre monte dans la région amont du glacier. Autrement dit, cette ligne d'équilibre a une signification climatique bien précise et montre bien à temps réel quel est le budget du glacier, quel est le bilan de masse de ce glacier. Voilà. Donc, c'est des choses que vous, naturellement, connaissiez, mais au moins certains d'entre vous, et mieux que moi peut-être, mais c'était bon de le rappeler. Alors, naturellement, quand on étudie un bilan, on fait un bilan de masse d'un glacier, eh bien, il est important d'étudier les deux termes, l'accumulation, dans la région haute du glacier. Pour ça, eh bien, on fait des puits, on fait des carottages, et on essaye, ce n'est pas toujours facile, sur l'équateur notamment, et on essaye, là on travaille à 5005, mais ce n'est pas seulement l'altitude, mais quelquefois les couches annuelles se laissent mal mesurer, parce qu'on ne sait pas, comme il neige toute l'année là-haut, il n'y a pas vraiment de saisonnalité en équateur, c'est difficile de mettre le doigt, la main, sur l'accumulation nette du glacier au cours d'une année. Et puis en bas, c'est un peu plus simple, on met des balises et on étudie l'émergence de ces balises. On intègre le tout en utilisant cette équation et on a le bilan de masse glaciologique, qui est une mesure directe. On peut le faire aussi d'une façon indirecte en faisant la différence entre les précipitations solides reçues en altitude et ce qui s'écoule du glacier, le torrent. Naturellement, ce n'est pas simple, puisque tout ce qu'on recueille ici ne correspond pas naturellement à la fusion de la glace du glacier. Le signal n'est pas très clair souvent, et il y a un coefficient d'écoulement qu'il faut prendre en compte. Donc l'équation est un peu plus compliquée. Naturellement, l'idéal, c'est d'avoir 3 mesures indépendantes. C'est ce qu'on a fait sur le Zongo, ce qu'on est en train de faire sur l'Antisana, c'est-à-dire avoir un bilan de masse glaciologique, hydrologique, et un bilan de masse par photogrammétrie en contrôlant les variations d'épaisseur. Et l'optimum, c'est de faire ça tous les 5 à 7 ans, 7 à 8 ans. On le fait pour l'instant avec des photos aériennes, mais très très vite, et certains d'entre vous le font déjà, on pourra le faire par imagerie satellite. Alors, quand le glacier fond-il ? Avant de voir quels sont les processus, c'est important de savoir quand ça fond. Ici, c'est le glacier du Zongo. J'ai mis le bilan de masse, ici, l'équilibre, en ordonnée, et l'année hydrologique de septembre à août en abscisse. On voit bien, très bien, cette droite représente la moyenne, et naturellement, on est là dans la zone basse du glacier. On est en dessous de la ligne d'équilibre, c'est-à-dire grossièrement en dessous de 5200 mètres d'altitude. On voit bien ici qu'il y a beaucoup d'ablations entre septembre et décembre, normal.
on est sous l'hémisphère sud, c'est l'été. Ensuite, ça monte. Une deuxième période également où on peut avoir pas mal d'ablations entre avril et mai, et une période plutôt ici équilibrée. Si bien que on voit qu'il y a une variation saisonnière du bilan de masse, donc de l'ablation à cette altitude. Et non seulement ça, mais on voit bien qu'il y a également une forte variabilité selon les années. Selon les années, on peut avoir une perte de 1000 mm d'un mètre d'eau par an sur cette région basse du glacier, alors qu'en même temps, on peut avoir 200 mm d'excédent une autre année. Donc une forte variabilité interannuelle, ici du bilan, qui se reproduit dans une moindre mesure ici, alors qu'il y a des périodes où, eh bien, là, entre décembre et mars, on voit bien qu'il y a peu de dispersion, assez peu également pendant la période sèche qui correspond à juin, juillet, août. On verra à quoi ça correspond. Voyons sous l'équateur, alors là on est au 0 degré 28, l'équateur n'est pas loin, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de mouvement saisonnier. L'ablation est voisine de 250 mm négatifs donc, chaque mois. Mais par contre, il y a également des périodes où la dispersion, où la variabilité est forte. Et ce n'est pas comme l'été ici, qui correspondait à octobre, mars, avril à peu près, mais c'est deux périodes de l'année qui correspondent aux équinoxes. C'est effectivement pendant les équinoxes qu'on a à la fois beaucoup d'ablations certaines années, comme ici, et de l'accumulation quand même d'autres années. Donc un maximum de variabilité sur ce bilan de masse mensuel. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant quand on aborde les processus de faire des mesures mensuelles. C'est peu fait sur les glaciers, généralement sur les glaciers. Dans les Alpes, dans les Pyrénées, on fait du bilan de masse annuel, où on mesure éventuellement le bilan de masse 2 fois dans l'année, une fois à la fin de l'hiver et une fois au début de l'année hydrologique, c'est-à-dire vers octobre. Eh bien là, on a choisi, pour essayer de comprendre les processus, on était pionniers, donc on ne savait pas comment ça fonctionnait, on a essayé de faire des lectures mensuelles de nos balises sur les glaciers pour avoir une idée de la distribution de l'ablation. Et l'ablation est importante, mais très variable en saison des pluies. Et c'est effectivement, c'est au moment de l'année où il y a une forte radiation d'ondes courtes qui vient directement donc, de l'insolation. Et il y a en même temps, vous savez que ça correspond sous les tropiques, de fortes précipitations, c'est la saison des pluies. Donc c'est dans ces périodes de l'année, saison des pluies et l'été, si on peut considérer que c'est l'été qu'arrive le maximum de radiation d'ondes courtes sur le glacier, c'est là effectivement que se produit le maximum, on peut dire l'accumulation maximum sur le glacier et l'ablation maximum. Alors suivant qu'on joue sur l'accumulation ou sur l'ablation, on peut avoir donc une forte dispersion et des années très positives et des années très négatives en même temps pour le même mois. Autrement dit, il y a deux choses qui semblent intervenir à partir qu'on peut déduire à partir de cette distribution du bilan saisonnier, c'est que le bilan radiatif est essentiel, et l'albédo, on verra, et aussi que les précipitations, et en particulier la phase des précipitations, qu'elles soient liquides ou solides, et la fréquence. En effet, ce qui est aussi différent des Alpes, les Alpes, vous avez un hiver où à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril-mai, il n'y a que des précipitations solides, donc c'est simple. Et ensuite suit un été où l'ablation est largement dominante. Ici, on a un phénomène plus complexe, puisqu'on a un croisement des effets des précipitations. Les précipitations peuvent être liquides et solides sur le glacier jusqu'à une certaine altitude, suivant naturellement la température de l'atmosphère. Et la fréquence, eh bien, les précipitations peuvent être plus ou moins fréquentes suivant les années.
Donc vous avez deux choses qui semblent importantes. Vous avez dans les précipitations, vous avez donc un scénario où le glacier reste blanc pendant toute la saison des pluies. À ce moment-là, l'albédo va rester fort et donc l'absorption de l'énergie radiative va être faible. Et un autre scénario, au contraire, vous allez avoir un manteau neigeux sur le glacier très déficitaire. Le glacier va être gris avec un albédo extrêmement déprimé du type 30,03 par exemple, donc 60%, 70% d'absorption. Et à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup d'ablation. Donc, c'est très important de garder en mémoire à la fois toutes ces variables, et nous allons voir que selon les années, eh bien, on a des scénarios extrêmement différents. Bon, là, je ne vais pas trop rester sur le bilan d'énergie. Disons que sur un glacier, que ce soit un glacier tropical, un glacier dans les Alpes ou sur une calotte polaire, vous avez ce qui est très intéressant, ce qui est très important, ce qu'on a fait depuis les années 1996, c'est étudier les flux d'énergie qui parcourent le glacier. Alors vous avez deux types de flux, en simplifiant à l'extrême. Sur un glacier tempéré, ces flux, eh bien, c'est les flux, évidemment, c'est l'énergie qui vient du rayonnement. C'est les radiations d'ondes courtes, ici, qui sont essentielles puisque nous sommes sous les tropiques. Et naturellement, c'est extrêmement important de savoir ce qui est absorbé par le glacier et ce qui est renvoyé immédiatement par réflexion, c'est-à-dire quel est l'albédo. Vous avez les ondes longues également, les grandes longueurs d'onde, qui sont associées surtout à l'humidité de l'air et aux nuages. Et dans l'ensemble, vous avez un fort LW, comme ici, entrant pendant la saison des pluies, et de fortes pertes par radiation infrarouge pendant la période où l'atmosphère est sèche, c'est-à-dire la saison sèche. Et puis vous avez les flux turbulents donc de chaleur sensible et de chaleur latente. Et sous les tropiques, c'est des flux qui sont importants. On peut dire que dans les Alpes, par exemple, la chaleur sensible est importante pendant l'été, puisque l'atmosphère qui domine le glacier est à température généralement positive sur un glacier, sur la mer de glace, sur le glacier d'Argentière, etc. Ici, la chaleur sensible n'est pas très importante dans les Andes parce qu'on est très haut. On est généralement au-dessus de 5000 mètres. Au-dessus de 5000 mètres, l'atmosphère est extrêmement peu dense. On est quand même à moins de 500 hectopascales. Et donc, on a une atmosphère qui ne s'échauffe pas. Et même quand on a une grosse impression de chaleur sur un glacier, ça vient directement du flux radiatif, mais ça ne vient pas de la température de l'air, qui généralement est négative la plupart du temps sur le glacier. Par contre, on a un flux de chaleur latente importante, notamment quand il y a du vent et quand l'atmosphère est sèche. Et naturellement, cela se produit aux Ongos. Ici, me basant sur les études de Vagnon, Favier-Sicard, j'ai présenté, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais entre août et 99 et août 2000, le bilan d'énergie mois par mois à 5050 sur le glacier. On voit aux Ongos qu'il y a un fort mouvement saisonnier entre l'été où l'énergie est positive, donc il y a de l'énergie disponible pour la fonte, et la saison sèche ici, où les grands flux s'équilibrent. Et vous voyez le LE ici, le flux de chaleur latente, qui est assez important, qui est un puits d'énergie. Donc si vous ajoutez le LE ici et la perte par nocturne, notamment par radiation infrarouge, vous avez un bilan d'énergie négatif pendant la période sèche et positif pendant la période humide. Donc c'est pendant la période humide et autour de la période humide que va se concentrer l'ablation.
ici au Zongo, c'est-à-dire en direction du tropique. Quand vous allez sur l'Antizana, vous voyez que la saisonnalité est très faible. Vous voyez que les grands flux restent stables tout au long de l'année. Par contre, vous voyez que le LE ici, qui est le flux turbulent de chaleur latente, peut augmenter considérablement entre juin, juillet et août, et constituant un puits d'énergie, il donne à ces mois un bilan assez équilibré sur le glacier. Et à cette altitude, 4890 seulement, vous voyez qu'il y a toujours de l'énergie disponible pour faire fondre la glace. On est sur la zone d'ablation du glacier. Bon, tout ça mériterait des développements plus longs, mais je n'ai pas le temps, naturellement. Comment mesure-t-on les flux d'énergie tout au long de l'année? Si je vous ai apporté ces données de mes collègues avant, c'est que c'est des données qui sont mesurées. Et une des originalités de notre programme, on l'a fait même avant le LGGE dans les Alpes, c'est d'avoir mesuré tout au long de l'année les flux d'énergie en certains points. Ici, nous avons une station permanente, qui est la station de l'Observatoire de recherche pour l'environnement glacioclim. C'est une station qui fonctionne toute l'année. Et ici, on met des stations mobiles à diverses altitudes du glacier pour voir si les grands flux qu'on étudie en station fixe sur la moraine sont comparables à ceux qu'on observe à la surface du glacier. On a ce dispositif sur 2 glaciers, le glacier du Zongo et le glacier d'Antizana. Alors, pour faire un bilan sur les processus, vous voyez que je suis allé un peu trop vite, mais c'est la loi du genre. Bilan sur les processus régulant l'ablation et pouvant la doper. Qu'est-ce qui, finalement, d'une année sur l'autre, peut jouer vers un bilan plutôt favorable et une autre année, un bilan plutôt très négatif. Ce qu'on observe et ce qui régule l'énergie, le flux énergétique sur les glaciers tropicaux, c'est qu'il y a de très faibles variations d'ensoleillement tout au long de l'année. Effectivement, le soleil est toujours haut dans le ciel, et si on étudie les variations d'ondes courtes tout au long de l'année, on voit qu'elles varient assez peu finalement. Et elles varient encore moins, évidemment, sous l'équateur qu'en direction des tropiques. Le rayonnement de grande longueur d'onde est très variable saisonnièrement. Et quand on voit apparaître une saison sèche, comme en Bolivie, eh bien, ces pertes par rayonnement de grande longueur d'onde sont importantes et favorisent la saisonnalité du bilan, ce qui est moins le cas sous l'équateur. Sauf quand cette période que je vous ai décrite de juin, juillet, août, avec les grands vents d'est, donc typiques des régions équatoriales. Faible variation saisonnière des températures. Effectivement, il n'y a pas de mouvement de température comparable à celui qu'on observe dans les Alpes, naturellement, ou ailleurs, sous les latitudes moyennes. Très forte importance de l'albédo tout au long de l'année. Comme il y a beaucoup d'énergie qui arrive par le soleil, il est important et capital que cette énergie retourne vers l'espace et évidemment soit peu absorbée par le glacier. Si elle est très absorbée par le glacier, eh bien évidemment on a de forts taux d'ablation par fusion naturellement. Importance saisonnière des flux turbulents, c'est vrai que en particulier le flux turbulent de chaleur latente peut être important avec une saison sèche et des vents importants. Et ça correspond à des puits d'énergie, hein, on le sait. En conséquence, ce qui fait varier durablement l'albédo peut déterminer les conditions plus favorables à la... Alors, qu'est-ce qui fait varier l'albédo? Eh bien, c'est la variabilité des précipitations, parce que les précipitations arrivent au cœur de l'été, donc il y a le maximum d'énergie disponible à la surface du glacier, et il est important, je le répète, qu'une grande partie de cette énergie retourne vers l'espace. Alors, qu'est-ce qui fait varier l'albédo? Eh bien, c'est la nature des précipitations, donc la limite pluie-neige. La limite pluie-neige est essentielle, elle est contrôlée principalement par la température de l'atmosphère. Et naturellement, on retrouve là la problématique du réchauffement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel rôle joue l'albédo? On va le dire tout à l'heure. Et donc, un facteur, outre la température atmosphérique, qui peut contraindre également le bilan d'énergie,
c'est tout ce qui peut permettre de faire passer l'énergie de la sublimation à la fusion. Par exemple, quand vous avez des périodes sèches et ventées, elles sont favorables à la sublimation. Une grande partie de l'énergie disponible va vers la sublimation. Or, la sublimation, on le sait, consomme 8 fois et demi plus d'énergie que la fusion. Donc tout ce qui favorise la sublimation, le vent, la sécheresse, etc., c'est bon pour le glacier. Ça diminue l'ablation. Et tout ce qui est naturellement favorable à la fusion, eh bien naturellement, c'est inversé du côté des pertes naturellement du glacier. Voilà. Alors le contexte régional, ce qui est intéressant maintenant, puisqu'on dispose d'un réseau, un réseau qui est étendu en gros entre le 16e degré sud et l'équateur, et même on met le pied grâce aux Colombiens maintenant dans l'hémisphère nord, c'est de voir depuis, ça c'est des mesures de bilan de masse, vous avez ici l'équilibre, le bilan de masse cumulé au cours du temps, de 91 jusqu'à 2006, j'ai fait arrêter ces... Ça c'est cumulé et ça c'est par année. Donc c'est pareil, mais ça c'est seulement cumulé. Dans la partie cumulée, on voit bien qu'il y a une perte naturellement. C'est tout le glacier. Hein. On n'est plus seulement dans la zone d'ablation, mais on est sur l'essentiel du glacier. On voit que c'est évidemment, comme je l'avais suggéré avant, qu'on est en contexte de perte de masse progressive, mais que cette perte de masse n'est pas régulière. Il y a des années où ça s'accélère et des années où, au contraire, le bilan de masse est sinon équilibré, du moins pas loin. Et ça sur tous les glaciers. Chacaltaya, bon, maintenant c'est fini, il a disparu, mais Zongo ici en bleu, Antizana et un autre glacier, le Charquini en Bolivie. Quand vous voyez dans le détail, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une certaine cohérence dans l'évolution du bilan de masse. Dans l'ensemble, il y a une forte variabilité. Vous voyez que la plupart des bilans de masse se situent en dessous du zéro, c'est normal, ils sont négatifs, hein, mais qu'il y a d'une année sur l'autre, par exemple le glacier du Zongo, peut passer une année de quasi l'équilibre, voire légèrement positif. On est allé jusqu'à 500 mm positif ici, en 97-98. Au contraire, ici, 97 jusqu'à 99, quelque chose de très très négatif où on a perdu 2 mètres d'eau. Donc, une très forte variabilité interannuelle, mais par contre, on ne se perd pas puisque on voit que le mouvement semble le même en Équateur en rouge et en Bolivie en bleu. Même s'il n'y a pas une superposition parfaite des courbes, mais on voit bien qu'en Équateur, quand on a une année négative, elle est négative également en Bolivie, positive également. Autrement dit, il y a vraiment une certaine cohérence géographique des bilans de masse, et ça suggère que les glaciers de la région répondent au même forçage climatique. Autrement dit, que c'est la même machine climatique qui fait varier les glaciers en Bolivie, au Pérou et en Équateur. Alors maintenant, savoir quelle est la machine climatique. Même, mais avant d'en arriver là, quand on regarde dans les zones d'ablation, cette fois on est dans la partie basse du glacier, et on cumule les données de bilan de masse dans la zone d'ablation, c'est-à-dire en gros à moins de 5100 mètres d'altitude, pour 2 glaciers, en rouge l'Antizana, en bleu le Zongo. On voit bien, même si évidemment ces courbes de cumul du bilan de masse ne se superposent pas, on voit bien quand même que les périodes où le bilan de masse est très négatif correspondent ici, là, également ici, et inversement, quand le bilan de masse est moins négatif, les choses sont observées pareillement sur le glacier du Zongo et sur le glacier de l'Antizana. Et ça montre bien que c'est l'ablation qui contrôle en grande partie la variabilité de ces glaciers et qui la fait varier dans le même sens d'une année sur l'autre.
Et alors, on s'est penché sur la variabilité du climat andin et on a mis très rapidement le doigt sur un mécanisme, une oscillation qui est bien connue, le Lagos et puis d'autres ici, d'autres équipes travaillent beaucoup sur le Niño à Toulouse, et on a bien vu qu'il y avait une très forte corrélation entre l'évolution de nos bilans de masse glaciaires et l'évolution de la température superficielle du Pacifique équatorial. Et là, par exemple, première évidence, on a corrélé le bilan de masse de Chacaltaya, qui a disparu, mais avant qu'il disparaisse, il nous a donné beaucoup d'informations, et les températures superficielles du Pacifique dans la partie est du Pacifique, ce qu'on appelle le secteur Niño 1-2, c'est-à-dire vers les Galapagos, entre les Galapagos et la côte. Et on voit très bien apparaître, pour ceux qui sont familiarisés avec les données publiées régulièrement par la NOAA et autres institutions qui surveillent le Niño, on voit très bien apparaître une structure Niño ici. Et le bleu signifie que la température superficielle du Pacifique à Niño 1,2 est négativement corrélée avec le bilan de masse de Chacaltaya. Ça veut dire que quand le bilan de masse de Chacaltaya tend à être positif, c'est-à-dire Chacaltaya a gagné de la masse, eh bien, c'était parce que le Pacifique était froid, en gros, et inversement. Ça, c'est une première évidence qu'on a publiée il y a quelques années. Une autre évidence, c'est sur l'Antizana, donc près de l'équateur. On voit très bien ici la température superficielle du Pacifique en rouge, à Niño 3-4, à Niño 4 exactement ici, c'est-à-dire dans une partie plus occidentale du Pacifique équatorial. On voit très bien ces deux courbes se superposer. L'autre courbe, c'est en bleu, le bilan de masse dans la partie basse du glacier de l'Antizana sur l'équateur. Les courbes ont été décalées de 3 mois pour avoir le fit, on va dire, optimum. Et ce qui montre bien qu'avec 3 mois, si on surveille la température superficielle du Pacifique vers Niño 4, on va avoir, sans avoir beaucoup de chances de se tromper, une idée de l'évolution du bilan de masse 3 mois après sur le glacier de Chacaltaya. Donc on peut même se lancer dans une certaine prévision, ce qui peut intéresser les gens, les utilisateurs, les usagers de l'eau, que ce soit les entreprises électriques, hydroélectriques, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bon, la transmission, la téléconnexion, comme on dit, entre le Pacifique et les Andes, c'est probablement quelque chose de complexe, qui est une affaire de spécialistes, que nous ne sommes pas. Mais ce qu'on observe à travers les températures réanalysées sur les grilles des deux glaciers, ici Chacaltaya, ici Antizana, on voit très bien que la température réanalysée à 500 hectopascales, c'est-à-dire vers 5000 mètres d'altitude, eh bien, elle monte pendant les périodes El Niño, le bilan s'affaisse, etc. C'est-à-dire qu'il y a une assez bonne corrélation en moyenne glissante sur 12 mois entre la température atmosphérique et l'évolution du bilan de masse dans les zones d'ablation. Donc, ce que j'ai noté, l'ablation sur les glaciers est fortement corrélée à la température atmosphérique, mais la physique est beaucoup plus complexe. Je l'ai suggéré tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas la température atmosphérique qui faisait fondre directement la glace, mais c'est la température atmosphérique qui contrôle les précipitations, notamment en équateur, la phase des précipitations, et donc il y a un feedback important sur l'albédo, et c'est ça qui intervient. Ce n'est pas directement l'évolution de la température, ça a été bien démontré. Alors, pour terminer, on a vu que il fallait apporter d'autres arguments, je suis allé très vite, mais on a vu qu'à l'échelle infradécennale, c'est la température superficielle du Pacifique qui contrôle
une grande part de la variance des bilans de ces glaciers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau pluridécennal, si vous voulez, à un niveau d'une tendance sur 30 ans? J'ai dit tout à l'heure que sur 30 ans, les glaciers avaient perdu entre 30 et 50% de leur surface et de leur volume. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? En gros, c'est rapidement répondre à cette question. On a des collègues américains avec qui on travaille, notamment Mathias Huil du Massachusetts, qui a étudié 279 stations dans les Andes entre le 1 nord et le 23 sud. Et il a dressé cette tendance. Et on voit très bien, ce qui ne vous étonnera pas, que dans les Andes, depuis les années 40, ici, 39 exactement, jusqu'à 2000, on a eu une évolution très positive des températures qui s'est mise en place, on peut dire, dans les années 70, 70-76 à peu près. Donc on voit bien une tendance. Bon, vous me direz 279 stations, très peu de ces stations sont situées à 4000 mètres, mais je veux dire que là, on a quand même une évolution significative vers le haut des températures. Actuellement, on peut dire que les Andes augmentent leur température actuellement, enfin la chaîne andine, d'environ 0,2, 0,3 degrés par décennie, ce qui est quand même, si on choisit de faire partir cette évolution depuis les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des précipitations? On voit qu'il n'y a pas de tendance très très marquée des précipitations, si ce n'est plutôt en direction de l'équateur une tendance à la croissance des précipitations, mais une croissance pas toujours très significative, étant en grande partie due à des stations côtières qui sont influencées par le Niño, donc ce n'est pas extrêmement significatif quand même. Mais par contre, sur la partie tropicale, sur l'altiplano du sud du Pérou et de Bolivie, on voit plutôt une tendance négative. Autrement dit, c'est comme si la circulation nord-sud, la circulation de Hadley, était activée et qu'on ait plus de mouvements, on va dire, ascendants, pour dire simple, sous l'équateur et de mouvements subsidants sur les tropiques, ce qui est généralement est assez conforme à certains modèles de circulation générale. Voilà, donc on ne peut pas incriminer les précipitations, dire c'est parce que les précipitations ont diminué qu'on en est là dans les Andes, parce que le sens de l'évolution actuelle des précipitations est différent sous les tropiques, en direction du tropique et sous l'équateur. Par contre, une chose qui est évidente et qui s'est produite partout, à des rythmes plus ou moins différents, mais c'est cette grande évolution vers le haut de la température atmosphérique. Alors maintenant, le futur, bon, on peut toujours s'amuser à regarder ce que donnent les modèles. Et effectivement, si on prend une simulation, c'est un travail de Huil également, simulation moyenne de 8 modèles qui font partie du paquet du GIEC, hein, du dernier rapport. Et si on fait ces simulations entre l'Alaska, ici, donc 68e nord, jusqu'à la Patagonie, c'est-à-dire ici, jusqu'au 50e sud, non pas nord, hein, ici. Ici, vous avez à peu près le pattern orographique, disons, des chaînes depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Oh, oui, enfin, la Terre de Feu serait un peu plus à gauche. On voit très bien que, quels que soient les modèles, et ce modèle A2 le montre bien, que dans le futur, ce qui serait prévu par ces modèles, c'est que les températures augmentent sensiblement plus vite en altitude qu'au niveau de la mer. On le voit ici à l'horizon de 2030, toujours sur cette moyenne des 8 modèles dans le scénario A2. On voit qu'en 2030, on pourrait, et j'ai mis la flèche ici qui correspond à peu près au secteur de latitude qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire entre 10 degrés nord et 20 degrés sud, en gros,
on voit très bien qu'on flirterait avec les 2 degrés d'ici 2030, et en 2090, on serait plus chaud, nettement. On ne serait pas très loin des 5 degrés, et alors qu'ailleurs, on n'a pas, évidemment, des montagnes aussi hautes sur la même méridienne. Donc, si vous voulez, actuellement, on est en train de commencer à faire des simulations sur ce qui restera des glaciers dans les Andes centrales d'ici 2002, 2020, 2030, etc. En général, on se fixe sur des scénarios qui vont de 2 degrés à 4 degrés. C'est à peu près ces scénarios de température sur lesquels on se base actuellement. On n'en est pas tout à fait là, encore que Yves Lejeune, qui a soutenu sa thèse en décembre 2009, ici, et qui a appliqué un modèle de fonte des neiges, un modèle d'évolution du manteau neigeux, qui s'appelle Crocus, pour ceux qui connaissent ce modèle. Il a appliqué Crocus sur le glacier du Zongo. C'était d'ailleurs l'objet de sa thèse. Et en prenant pour référence l'année humide, la saison humide 2005-2006, qu'il a étudié particulièrement, il s'est amusé à voir quelle était la sensibilité d'un glacier tropical comme le Zongo à l'évolution de la température atmosphérique. Et, bon, c'est des simulations qui valent ce qu'elles valent, mais enfin qui est quand même établi sur un modèle qui a montré par ailleurs sa robustesse, y compris d'ailleurs sur le glacier du Zongo. On voit par exemple que si on fait augmenter la température ici, alors pour vous expliquer quand même, pour nous ça nous est familier, mais ici vous avez le bilan de masse avec l'équilibre, 0 ici. Ici vous êtes à moins 7 mètres, moins 8 mètres d'eau par an, donc sur le glacier. Vous vous déplacez de la zone d'ablation vers la zone d'accumulation. Ici vous avez l'altitude, entre 4900 mètres et 6000 mètres. Le glacier du Zongo monte jusqu'à 6000 mètres. Donc si on fait ce qu'on appelle le delta B, delta Z, l'évolution du bilan de masse en fonction de l'altitude, qui est une bonne appréciation de la sensibilité du glacier donc, au climat, eh bien, on voit par exemple qu'avec une évolution de la température de l'air de 3 degrés, on aurait pratiquement plus de zones d'accumulation sur le Zongo. Autrement dit, le Zongo serait transformé en zone d'ablation. Et ça montre que, si on se fie là-dessus, naturellement, ça montre qu'avec 3 degrés, c'est suffisant pour faire disparaître à terme tous les glaciers qui sont situés à moins de 6000 mètres. Or, c'est une grande majorité des glaciers dans les Andes centrales qui sont situés en dessous de 6000 mètres. Alors, bien sûr, il s'est amusé à choisir d'autres simulations, d'en faire d'autres simulations. Sur les précipitations, quel rôle peuvent jouer les précipitations? Donc, elles ont été simulées également. Et on voit bien que les précipitations, plus 20% ici, moins 20% ici, que les précipitations ont un rôle beaucoup plus faible dans l'évolution du bilan en fonction de l'altitude. Autrement dit, les glaciers sont beaucoup moins sensibles à des variations de précipitation qu'à des variations de température. Ça, on s'y attendait un petit peu, étant donné que la température, je l'ai dit, c'est un peu de chaleur sensible dans la partie basse du glacier, mais c'est beaucoup de variations dans la limite pluie-neige dans la partie basse et moyenne du glacier. Et cette variation limite pluie-neige en altitude joue un grand rôle sur l'évolution de l'albédo, c'est-à-dire du bilan radiatif. Voilà. Donc je vous ai présenté ça pour vous montrer un petit peu quelles sont les directions que nous prenons actuellement. À partir du moment où on connaît un peu ces glaciers, on peut commencer, et ça correspond à une forte demande sociale, locale. On nous demande, et les utilisateurs de l'eau, notamment les grandes villes, les capitales comme La Paz, ou les grands secteurs irrigués comme le Rio, le fleuve qui sort de la Cordillère Blanche, le Rio Santa,
où les hydroélectriciens nous demandent qu'est-ce qui restera des glaciers dans quelques décennies. On commence à donc faire quelques scénarios. Naturellement, il y a tout un volet aussi hydrologique que je ne vous ai pas présenté ici. Et il y a des hydrologues qui travaillent avec nous et qui donc se fient sur ces modèles pour faire également leur simulation. Voilà, dernière diapositive, je vous l'ai promis. Qu'est-ce que l'évolution des glaciers andins? Quel rapport avec les autres glaciers du monde? Bon, c'est un peu ambitieux de poser les termes en ces termes, mais disons qu'avec un collègue, Christian Vincent, du laboratoire de glaciologie, on s'est amusé à faire il y a 2 ans, à publier un livre sur les glaciers du monde, les glaciers à l'épreuve du climat. Et nous sommes allés, à la suite d'autres chercheurs, donc chercher leurs données sur différents massifs du monde. Donc Afrique, Alaska, Altaï, Himalaya, Caucase, Scandinavie, l'Arctique, Tian Shan, Pamir, Svalbard, Alpes, etc. Et on a moyenné les données des bilans de masse recueillis par ces équipes locales et on a tracé, on a essayé de voir s'il y avait un signal global du déclin des glaciers de montagne. Je parle bien des glaciers de montagne, non pas des calottes polaires, qui sont restés en dehors de notre travail. On est allé voir s'il y avait quelque chose et si ce qu'on observait en Scandinavie, ça ressemblait à ce qu'il y avait au Tibet, en Himalaya, dans les Alpes, etc. Et on a vu que, en gros, et c'est un schéma qu'on a réactualisé pour un article qui est sorti il n'y a pas longtemps dans la météorologie. Donc on a porté ces données jusqu'à 2005 à peu près. Et on voit en gros que jusqu'à dans les années 75-80, il y a une perte de ces glaciers, mais qui est très très modérée. Vous voyez, c'est des bilans de masse cumulés. Hein. Donc ça veut dire que quand ça ne bouge pas, c'est à peu près équilibré, en léger négatif. Et puis à partir de 75, on voit, boum, il y a un signal, il y a quelque chose qui s'ébranle, une partie des glaciers, et on a vu géographiquement que ça correspond à tout le pourtour du Pacifique, en gros. On a des glaciers à partir de 75-80 qui commencent à perdre de la masse régulièrement, sans en regagner. Et puis les années passent, on arrive dans les années 85-90, et à ce moment-là, c'est le tour des glaciers plutôt situés autour de l'Atlantique Nord, qui commencent à perdre donc beaucoup de masse. Ça veut dire qu'en gros, si on voit maintenant les glaciers des Andes tropicales, ici j'ai fait figurer le glacier du Zongo, vous voyez, suivez la pointe là, vous voyez qu'on a si on se base uniquement sur ce glacier qui a une longue série de données, on voit que ça fond, mais pas plus qu'ailleurs. Ça fond beaucoup, mais je veux dire que si vous allez dans les Rocheuses, si vous allez en Alaska, vous trouvez des chiffres aussi négatifs, des évolutions aussi négatives, ou dans les Tian Shan. Donc ce n'est pas extraordinaire. Là, j'ai fait figurer l'Antisana également. Vous voyez qu'on a des pentes qui sont à peu près comparables. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1976, et c'est très très net dans les Andes, c'est qu'il y a eu un changement de phase du Pacifique. On est passé d'un Pacifique relativement froid, avec des phénomènes La Niña fréquents et intenses. À partir de 1976, on a un bouleversement, un changement de phase. Le Pacifique a augmenté sa température, je parle du Pacifique équatorial particulièrement, et on a eu une succession de phénomènes El Niño très forts, très intenses et souvent très durables, qui certains ont duré 4-5 ans. Actuellement, depuis 2000, il semble qu'on soit dans un Pacifique un peu assagi. On n'a pas de grands phénomènes Niño ni Niña. On est tout proche, disons, on est entre les quarts-types, on va dire, pour dire les choses simples. Mais on voit que chaque fois que c'est un petit peu plus chaud, on a une forte ablation sur les glaciers. Quand c'est un peu plus froid, on a au contraire une ablation relativement faible.
Si bien que, qu'est-ce qui semble s'être passé? C'est un peu notre conclusion. C'est que tout ce qui est autour du Pacifique, eh bien, ça a commencé à décliner très fort à partir de 75-76, probablement lié au réchauffement du Pacifique. Et à partir de 85-90, on a des phénomènes davantage liés à l'Atlantique, peut-être à l'oscillation nord-atlantique et à d'autres phénomènes ainsi, comme les Alpes, etc. Et donc, on a les glaciers qui ne reculaient pas, en tout cas, comme dans les Alpes, eh bien, se sont mis à reculer d'une façon très marquée à partir de cette date un peu plus tardive. Mais le signal montre que tous les glaciers du monde actuellement connaissent un déclin. Certains y avaient échappé. On voit ici les glaciers scandinaves, de la Norvège notamment ici. On avait vu qu'en Norvège, on a eu une crue glaciaire très tardive dans les années 85-95. Également en Nouvelle-Zélande, ça ne figure pas ici, mais on a eu des glaciers qui ont encore avancé jusqu'aux années 2000. Maintenant, c'est fini. Pratiquement tous les glaciers actuellement reculent à l'échelle mondiale, les glaciers donc, de montagne. Autrement dit, c'est ma conclusion, ce qui se passe dans les Andes, ce n'est pas remarquable, c'est conforme à ce qu'on observe à l'échelle mondiale. Et ces glaciers tropicaux sont fragiles, naturellement, mais s'ils sont fragiles, essentiellement, c'est parce que beaucoup sont de petite taille, mais ils n'ont pas des rythmes de fusion considérablement plus élevés que des glaciers qui se trouvent dans les Alpes ou ailleurs. Voilà. Bon. Tour d'horizon extrêmement rapide. Si vous avez quelques questions.